Hey, moi c'est Justine et on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie, des conversations qui commencent quelque part et finissent ailleurs. Bon, vous l'avez vu dans le titre, cet épisode ne va pas être le plus fun de tous les épisodes que je vais faire, ça c'est certain. Mais c'est un épisode hyper important, c'est un épisode qui me tient à cœur et surtout c'est un épisode que j'aurais aimé avoir il y a 8 ans quand j'ai perdu ma maman. Promis, je vais essayer de pas pleurer, mais je promets rien. Quand j'ai perdu ma maman il y a 8 ans, je pense que nos téléphones qui nous écoutent et qui nous traquent bien, m'ont proposé sur YouTube la vidéo d'Ésil, qui s'appelle en réalité Élise, qui est intitulée aussi «Perdre un parent». Donc je lui fais un petit big up dans cette vidéo, si jamais elle tombe dessus. Parce que c'est, je crois, la seule vidéo, que j'ai vue à ce sujet et je me rappelle très bien avoir cherché un peu des ressources après le décès de ma mère en me disant: «Qui va bien pouvoir m'aider?» Et j'étais tombée sur cette vidéo qui m'avait fait beaucoup de bien, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Je pense qu'elle est toujours disponible sur sa chaîne et je pense qu'inconsciemment, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, le jour où ça ira mieux, peut-être que moi aussi je pourrais parler de mon deuil et de ce que ça fait, en fait». Je vais pas donner énormément de détails sur ma vie perso ou quoi, parce que l'objectif c'est pas de parler de ça, mais c'est plutôt d'expliquer comment est-ce que moi j'ai réussi à traverser cette épreuve, comment moi j'ai vécu, le deuil et comment avec le temps, les choses ont fait que, ça va beaucoup mieux maintenant, en fait. Donc juste pour vous donner un petit peu de contexte, je crois que moi ma maman elle a eu son premier cancer entre 2013 ou 2014, je sais plus trop. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais en seconde au lycée et je me rappelle très bien du moment où je l'ai appris. C'était un cancer du sein qu'elle a découvert toute seule, donc d'où l'intérêt, je le répète les meufs, de faire votre autopalpation. Ça peut littéralement, sauver des vies et c'est ce qui s'est passé, mais malheureusement, c'est quand même un cancer qui a été pris à temps, mais à un stade quand même avancé. Bref, elle a subi tout le processus classique et elle a été en rémission de ce cancer-là. Donc nous, évidemment, on était trop contents parce qu'on se dit: «Rémission, incroyable». Et sauf que malheureusement, elle a fait une récidive quelques années plus tard. Donc ça, c'était en 2017. Elle a fait une récidive au foie et en fait, quand tu as des cancers, tu apprends le taux de survie à ce cancer et après tu apprends aussi qu'il y a un taux de survie à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans et tu te rends compte que, bien évidemment, le fait d'avoir eu un cancer, diminue ton taux de survie, au fil des années. Malheureusement, le sort s'acharne un peu. Moi, à cette période-là, j'étais en bac+1. Du coup, je venais de finir mon année en maths sup, en prépa et puis très vite, du coup, elle a été prise en charge, donc on est reparti dans un processus et moi, à ce moment-là, j'ai commencé, ma nouvelle vie à Rennes, du coup, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école, puisque je venais juste d'intégrer l'INSA et en parallèle, du coup, j'étais un peu loin et j'ai vécu, toute la maladie de ma maman, à distance, quoi. Donc ça, j'avoue que c'était forcément un peu compliqué parce que, déjà, elle, c'était la première concernée, mais en plus de ça, il y a la distance, il y a la crainte de se dire: «Mais en fait, on a eu de la chance une fois, est-ce qu'on va avoir de la chance 2 fois?» Et puis cette fois-là, malheureusement, elle a eu beaucoup moins de chance puisque le cancer s'est généralisé et que voilà, environ 1 an après, elle est malheureusement décédée. C'était d'autant plus frustrant que ma mère avait participé à un essai clinique, à la fin de son premier cancer pour voir si elle avait toujours des cellules circulantes cancéreuses et on lui avait dit que, il y en avait pas. Donc on était 2 fois plus rassurés. Il y avait rémission et il y avait cet essai clinique qui montrait que vraiment il y avait plus de risque. Et malheureusement, il devait sûrement rester une petite cellule quelque part qui a commencé à se propager et voilà et qui a atteint le foie après. Donc c'est une histoire compliquée, je suis super fière, je suis super fière de ma maman parce que mine de rien, elle s'est battue jusqu'au bout, elle a tout donné. Elle s'est vraiment rarement plaint alors que pour les personnes qui ont connu la maladie de près, le cancer, les chimios, perdre ses cheveux, se faire opérer et cetera, enfin c'est que des choses traumatisantes. Il y a souvent des gens parfois qui peuvent se dire que, le mental est hyper important et qu'il faut se battre et cetera et oui, ça doit forcément jouer un peu. On sait la puissance de ça, mais tout le monde a envie de guérir, tout le monde a envie d'aller mieux. Juste, le corps, il en décide autrement. Si tu n'arrives pas à battre la maladie, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu ne peux pas, en fait et que ton corps n'a pas les ressources et c'est pas toujours de son ressort. D'où l'intérêt de mettre toutes les chances de son côté pour, comme je vous ai dit, pour, faire l'autopalpation concernant le cancer du sein. La même chose chez les hommes pour le cancer des testicules, mais c'est aussi prendre sa santé en main, prendre des rendez-vous, médicaux, faire ses dépistages. Évidemment, avoir une hygiène de vie qui permet aussi de vieillir en bonne santé, d'éviter de fumer, d'éviter de boire, voilà, c'est hyper important et si cet épisode me permet de faire aussi un peu cette prévention-là, il faut y aller parce que je vous jure que, déjà, c'est terrible d'avoir à perdre un proche en te disant: «Mais en fait,
j'ai tout fait bien. Ma mère, c'est une personne qui avait une très bonne hygiène de vie, déjà la peine, elle est suffisamment importante quand tu fais tout bien, donc je n'ose pas imaginer quand tu as fumé toute ta vie et qu'en fait, tu te retrouves avec un cancer des poumons, jeune et que et que tu dois avoir la tristesse sur le visage, de tes enfants, ça doit être très compliqué donc mettez toutes les chances de votre côté, s'il vous plaît et prenez votre santé en main et voilà, il y a déjà trop de raisons de mourir, donc si on peut, essayer de s'en éviter quelques-unes, je pense que ça peut être pas mal. Du coup, moi, quand j'ai perdu ma maman, j'avais 20 ans et c'est un peu bizarre parce qu'à 20 ans, tu pas censé perdre, un parent. Enfin, pratiquement tous les gens autour de toi ont toujours, ont toujours leurs parents ou en tout cas des parents qui sont en vie. Donc en fait, autour de toi, mine de rien, il y a pas énormément de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu et donc c'est un peu difficile de ne pas se sentir seule, en fait. Pendant tous les cancers de ma maman, du coup, moi, c'était, soit j'étais au lycée, soit j'étais à l'école, en études sup et c'est vrai que j'ai vécu ça un peu de loin mais j'avoue qu'il y a des comportements de gens autour qui m'ont un peu étonnée, disons. Je pense que la maladie, c'est un sujet compliqué, pour beaucoup parce que quand on pense à la maladie, on pense à la mort inévitablement et je pense que c'est difficile de penser à la mort et de penser à sa propre mort. En tout cas pour beaucoup de gens. Pour moi, ça l'est absolument pas ou en tout cas absolument plus vu que j'y ai été confrontée très tôt et par, l'une des personnes les plus proches de moi. Et moi, j'ai été un peu étonnée parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire le mot cancer. Comme si, dire cancer, je sais pas, ça allait te le faire attraper, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué parce que du coup, il y a des gens, je pense, qui sont inquiets et qui voudraient prendre des nouvelles, mais qui n'en prennent pas parce que c'est trop difficile pour eux. Et je peux comprendre, mais bon, la personne pour laquelle c'est le plus difficile, c'est la personne qui est malade, en fait, avant toute chose. Et puis il y a aussi des gens qui sont venus après la rémission en disant: «Oui, je suis désolée, je savais pas comment venir et tout ça, mais maintenant j'ai appris que ça allait mieux». Et ça, c'est quelque chose qui m'énervait et je disais à ma maman: «Mais comment tu fais pour voir ces personnes-là maintenant?» En mode, quand tu étais au plus bas et quand c'était super dur, elles ont pas fait des efforts pour toi, mais là, elles viennent quand tu es censée être guérie et tout et ma mère qui était littéralement adorable, elle me disait: «Mais c'est pas grave, c'est que c'est trop compliqué pour eux et cetera. Moi, je leur en veux pas, j'attends pas forcément quelque chose de ces personnes, donc je vois l'effort que ça leur demande et cetera» et moi, j'étais vraiment en mode: «Non, genre, vous avez pas voulu être là pendant, vous avez pas à être là quand ça va mieux». Mais bon, avec le temps, j'avoue que je suis moins en colère de manière générale et je suis moins en colère contre ces personnes-là. Il y a aussi eu les gens qui ont donné des conseils de merde. «Non, mais tu devrais prendre ça à la pharmacie et cetera». Donc vraiment, pitié, les gens comme ça, genre arrêtez arrêtez de donner des conseils médicaux quand vous n'êtes pas médecin à des gens qui ont des maladies très graves. On parle pas d'un petit rhume, on parle de maladies très graves. Donc ça, j'avoue que c'était non, je n'ai pas envie de prendre, ton homéopathie ou des trucs comme ça. Non, ce dont j'ai besoin, c'est d'un traitement, ce dont j'ai besoin, c'est d'une chimio. Donc laissez les médecins gérer. Si je devais donner un conseil pour les personnes qui ont des personnes atteintes de cancer dans leur entourage et qui savent pas comment faire, juste montrer votre soutien en montrant que vous êtes là, vous avez pas besoin de trouver les mots. Il y a pas de mots, on va pas se mentir. Pour une personne qui a un cancer ou pour une personne qui est en fin de vie, les bons mots n'existent pas. Les bons mots, ce serait: «J'ai trouvé un remède et je peux te sauver». Sauf que malheureusement, ça n'existe pas. Donc juste montrer que vous êtes là et je pense que ça fera beaucoup de bien et juste se décentrer de sa condition et voilà et penser à la personne qu'on a en face de nous, quoi. Ça, c'est le pendant et puis, le plus dur qui arrive évidemment, c'est le décès et surtout l'après. Moi, c'était vraiment compliqué parce que du haut de mes 20 ans, je n'avais perdu aucun proche et du coup, oui, la première personne, que j'ai perdue de très proche, c'était ma maman. D'un côté, c'est une chance à 20 ans d'avoir perdu, personne de très proche. De l'autre côté, c'est un peu horrible, que ce soit ma mère. Et d'un autre côté encore, il y a un peu le truc de, je pense qu'il y a pas beaucoup de morts qui pourront me faire aussi mal que celle-ci. C'est peut-être un peu triste, mais je pense que c'est la réalité, je touche du bois, mais à moins de perdre, mon conjoint, de perdre, un enfant ou alors évidemment, il y a la perte, il y a la perte de mon père, il y a la perte de mes frères et sœurs qui sont hyper importants pour moi, mais je pense que c'est pas la même chose. Je dis pas que ce sera plus simple, loin de là, mais je pense que c'est différent. Un parent, c'est différent et surtout aussi jeune. Ce qui est cool, mine de rien, dans tout ça, c'est que ma mère, elle a pu faire un don d'organes. Elle a pu donner ses cornets et je crois un autre truc, je sais plus ce que c'est exactement. Évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui n'ait pas été, infecté par la maladie et par le cancer. Je trouve que ça a un peu une belle symbolique de se dire que, même à la fin des fins, tu peux aider,
une personne. Alors après, ça dépend, voilà, des croyances, des religions, et cetera. Ça, c'est un choix propre à chacun et je peux comprendre les gens qui refusent de faire ça. Vraiment, il y a aucun jugement de ce côté-là. Mais en tout cas, du côté de ma maman, on sait qu'elle aurait été prête à faire ça et hem et c'est trop cool de lui avoir permis de le faire. Ma maman, elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital, vraiment, surtout à la fin de sa vie, elle était hospitalisée, bah, en permanence et c'est aussi cet épisode, mon petit moyen de remercier, tout le personnel hospitalier. On sait que les conditions, elles sont très difficiles. On sait qu'on met pas assez d'argent public, dans la santé et vraiment un gros merci aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, au personnel, aussi au personnel d'entretien, qui font que tout est toujours propre. Dans l'hôpital où on était, il y avait une petite salle des familles, on pouvait y aller quand on voulait et cette salle, elle était tout le temps propre. Il y avait toujours du café, du thé, un endroit où on pouvait aller, où on pouvait se sentir bien, on pouvait pleurer, où on pouvait rigoler. Franchement, on sait que c'est un métier difficile. On a bien vu pendant le covid que en fait, c'était des métiers qui étaient essentiels et que toutes ces personnes-là mériteraient d'être payées, bien plus que ce qu'elles le sont. Mais vraiment, merci à vous parce que ça, ça joue énormément en vrai d'aller dans un endroit, d'aller dans un hôpital. C'est déjà pas forcément facile, surtout quand on sait à la fin, que la personne va mourir et ça fait vraiment toute la différence parce que on s'attache à ces professionnels-là et on sait qu'ils s'attachent aussi aux familles, qu'ils s'attachent aussi aux patients, qu'ils ont la volonté de bien faire donc vraiment, du plus profond du cœur, merci et d'ailleurs ça m'avait trop fait chaud au cœur parce que mon père, alors que c'était les pires moments de sa vie objectivement, à chaque fois il prenait quand même le temps de remercier les infirmières, alors que vraiment une fois il l'a fait, on était en train de pleurer genre 2 minutes avant et quand même je pense que même l'infirmière, elle avait été choquée en disant: «Mais c'est normal, c'est mon travail». Enfin, il avait dit: «Non, oui, c'est votre travail, mais vous faites beaucoup plus que juste votre travail, quoi». Donc voilà, prenons le temps de les remercier. Et puis après, il y a eu le décès et quand c'est arrivé, on était, tous ensemble, mon père et mes frères et sœurs et moi. Et déjà, mine de rien, je pense que c'est plus facile de ne pas être seul quand tu reçois ça. Et puis après, il a fallu commencer à avertir les gens. Donc on a averti les personnes les plus proches de nous et on les a missionnés d'avertir d'autres personnes. Ouais, c'était une période, c'était un peu lunaire et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, vraiment, tu passes dans un état, un peu second où tu es un peu en pilote automatique parce que tu sais qu'il y a des choses à faire et d'un autre côté, tu peux pas vraiment réaliser ce qui se passe parce que tu as le déni et tu as beau te préparer autant que tu veux, tu es jamais préparé à perdre un proche en vrai, c'est impossible. S'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est qu'on n'est jamais suffisamment préparé. Et très vite, je me suis dit: «Je me souviendrai jamais de tout ce qui est en train de se passer ici». Donc c'est un peu bizarre, c'est un move un peu chelou, mais j'ai tout noté. J'ai tout noté, dans mon ordinateur et en me disant: «Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de me rappeler de tout ce que je me disais à ce moment-là» et en 8 ans, c'est un document que j'ai jamais ouvert. J'ai des sauvegardes de ce document un peu partout et parce que je sais que c'est un document qui me tient à cœur et je sais pas si je le rouvrirai un jour. Ce serait drôle en vrai, ce serait drôle. Je vais essayer de voir. Attendez, je vais essayer de voir. Le titre de ce document, c'est «Si ça fait toujours mal, c'est que tu n'as pas encore assez écrit». Waouh, 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 waouh. Eh c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. La première chose, c'est oh là là, dimanche 1er juillet, pourquoi? L'année fut difficile, l'année fut compliquée, mais c'était sans penser qu'elle ne tenait qu'à un fil. Ah oui, j'avais carrément oublié ça parce que du coup, j'ai écrit mardi 10 juillet, les Bleus sont en finale de la coupe du monde. Et c'est chelou parce que tu as vraiment toute la France qui est en train de vivre un moment de cohésion, de fraternité, où on a tous le même objectif et nous, on est complètement dans notre bulle, où ça nous glisse dessus. En fait, notre monde, il est littéralement en train de s'effondrer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, ça n'a pas d'intérêt de tout lire, mais je suis contente. Peut-être que enfin, je me rends compte que là, je crois que ça me fait pas mal de lire ça. Donc c'est aussi une preuve que ça va mieux parce que j'aurais pensé que ça m'aurait fait mal, mais et c'est rigolo parce que j'avais grave oublié ça aussi. Il y a mon autre frère qui dit: «Vous vous rendez compte? Maman y est, elle a la réponse, elle sait s'il y a quelque chose après la mort» et ma sœur qui a dit: «Et elle ne peut même pas nous le dire» et c'est vrai et j'avais dit: «Elle a la réponse à la question que tout être humain, un jour ou l'autre, se pose». Bon, je pense qu'il y a des gens qui se posent pas cette question, mais c'est vrai. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais en tout cas, là, je suis contente. Ouh je suis contente de me dire qu'en fait, j'ai ça et que, bah, je vais pouvoir me replonger dans ce moment parce que vraiment, c'est un moment dans lequel je préférerais jamais ne me replonger. Mais un peu de se dire: «OK, il se passait quoi dans ma tête? Il se passait quoi concrètement autour de nous?»
C'est intéressant. Et puis après, il y a un sujet, je trouve qu'on n'aborde pas assez, c'est le business de la mort. Désolée, mais c'est une singerie, c'est une singerie. Dans les moments où les gens qui perdent un proche sont potentiellement les plus vulnérables de leur vie, c'est à ce moment-là qu'en fait, on va essayer de leur gratter le plus d'argent, en fait. C'est lunaire de chez lunaire. Déjà, tu vas vite te rendre compte que tu dois payer pour tout. Nous, je me rappelle, on est allé à la mairie parce qu'il faut choisir un emplacement, pour, la tombe et je me rappelle à ce moment-là, il y a la dame de la mairie qui a dit: «OK, est-ce que vous voulez un emplacement simple ou double?» Je sais plus ce que c'était au niveau du caveau, enfin un caveau, simple ou double, je sais pas. J'ai même plus les termes et mon père, il dit: «Double» et je dis: «Mais enfin, pourquoi faire?» Et là, je me rappelle un peu du regard de ma sœur et c'était un peu un regard en mode, «Oh Bichette, Bichette, tu sais même pas en fait ce qui t'attend» et du coup mon père il m'explique que, bah, le jour où lui il mourra, il voudra être, à côté de ma mère, donc il faut déjà anticiper et moi j'ai vraiment dit: «Ah ouais OK, je viens juste de perdre ma maman, pitié, est-ce qu'on peut ne pas parler de ça quoi?» Donc je me rappelle que c'était quand même super glauque. Et puis après, tu vas au funérarium et il faut que tu choisisses le cercueil. Mais il faut que tu choisisses le cercueil, mais évidemment, la personne du funérarium, elle va essayer de te vendre le plus beau cercueil avec du bois, voilà, résistant, etc. Et puis après, il y a l'alcantara, le tissu à l'intérieur. Non, mais moi, je vous conseille cet alcantara-là, etc., etc. Non, mais prenez un cercueil plus grand. Alors aussi, ça, c'est de la discrimination vraiment jusqu'au bout parce que plus t'es grand et plus t'es costaud, plus t'as besoin d'un grand cercueil. Plus t'as besoin d'un grand cercueil, plus ton cercueil coûte cher. Donc plus t'as à payer. Juste à cause de la morphologie du défunt, quoi. Et puis ce que je trouve horrible, c'est que la personne, elle est presque à ça de t'avoir avec des arguments. Non, mais ça, vraiment, c'est de la meilleure qualité. Puis toi, tu te dis, bah, t'as ton proche au final qui va aller dans le cercueil. Donc je pense que t'as ce truc de non, mais je peux pas me permettre de prendre le premier prix. Le défunt s'en branle, vraiment, le défunt s'en fout dans tous les cas. Et ouais, je trouve que c'est vraiment moche en fait, parce qu'il y a ce truc de je joue un peu avec votre tristesse, je joue un peu avec votre douleur, je joue aussi avec votre portefeuille en vrai, parce que ça coûte super, super cher. Et je pense que toutes les personnes bah, proches de la personne décédée ont envie de, de lui donner le meilleur enterrement possible, la meilleure fin possible. Enfin, vraiment, les montants. C'est lunaire de chez lunaire, pour un enterrement, pour, littéralement mettre, le défunt dans un cercueil qui va aller sous terre, qui dans tous les cas, désolée, hein, mais dans tous les cas, bref, voilà. Et puis tu as tous les rendez-vous horribles aussi, aller chez le notaire, parler de la succession. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était, voilà, qui était carré sur le sujet de la succession, qui avait déjà réfléchi à plein de choses et qui, en plus de ça, a mis plein de choses en place après, pour, même lui, sa succession à lui. Et ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Si vous avez la possibilité d'aller chez le notaire ou même de vous faire accompagner, même si c'est possible de faire ses choix tout seul, mais de vous faire conseiller, ça peut être pas mal pour, bah, pour gérer votre mort avant que votre mort arrive, en fait. Parce que mine de rien, là, on se retrouve, lors du décès de ma maman, à devoir faire plein de choses. Tu qu'une seule envie, c'est que le monde te laisse tranquille. Et là, du coup, mon père, il a anticipé tellement de choses pour sa succession que le jour où malheureusement il mourra, nous, ses enfants, on aura vraiment, rien à faire, quoi, rien à s'occuper. Et mine de rien, c'est pas mal. Ne serait-ce que d'écrire ses dernières volontés aussi, je pense que c'est facile pour les proches, donc mais faut être OK avec, l'idée de penser à sa propre mort, quoi. Et puis du coup, bah, il y a le funérarium et ça, si je peux me permettre, c'est une autre expérience un peu lunaire. Déjà, ben, moi, dans la vie de mes parents, il y a plein de gens que tu connais pas. Donc je vois défiler des gens qui te disent: «Ah, mais la dernière fois que je t'ai vu, tu étais out comme ça et tout», alors que du coup, je te connais pas du tout. Mais ce qui est trop bien justement, c'est de voir tous ces gens qui viennent, parce qu'ils viennent pas pour le défunt en vrai, ils viennent surtout pour les proches. Donc c'est quand même adorable. Il y a, si je peux me permettre, quand même le cinéma de certains. Parce que c'est gentil de venir nous voir, mais que tu viennes et que tu sois encore plus en larmes que nous, si je ne te connais pas, c'est qu'il y a un truc chelou. Mais si les enfants de la personne décédée ne te connaissent pas et que tu es là en train de faire ton cinéma, désolée, mais moi c'est un truc, ça me tendait. Genre ça me tendait vraiment beaucoup. Évidemment, on exprime nos sentiments de manière différente, mais parfois, faut savoir rester à sa place. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis ce qui était trop étrange et à la fois trop génial, c'est qu'il y a eu vraiment pendant ces moments au funérarium, une alternance entre les rires et les pleurs. Et je m'en rappelle, j'avais dit à mon père,
Ouais, c'est un peu bizarre, on est là en train de rigoler autour de maman et tout. Il m'a fait: «Mais non, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, la vie continue et que c'est trop bien de pouvoir se remémorer les super bons moments tous ensemble». Et puis oui, bah, des fois la réalité nous refrappe et puis en fait, on se rend compte que tous ces moments-là, on pourra plus jamais les vivre et que du coup, ça nous rend triste et ça nous refait pleurer pendant 1 heure et puis après on va rigoler et il y aura un petit peu un petit vent de légèreté et ça, c'est trop bien et c'est aussi le moyen de se dire qu'en fait, il y a pas de bonne manière de vivre son deuil, il y a pas de bonne manière d'affronter les événements et cetera puisqu'on est préparé à rien, mais qu'il y a toujours du positif et parfois se rappeler du positif, ça fait du bien. Et puis encore une fois, il y a les conseils, non sollicités des gens, évidemment, même si ça part toujours d'un bon sentiment et c'est rigolo parce que des années après, enfin, il y a même pas si longtemps que ça, ma sœur, elle m'a dit, «Mais moi, au funérarium, tout le monde m'a dit, "Prends soin de ton père, prends soin de ton père"». Et ma sœur, c'est l'aînée, il y a mes 2 frères et après il y a moi. Et c'est rigolo parce que moi, j'ai jamais enfin personne ne m'a dit ça. Donc comme quoi aussi en fonction de ton positionnement dans la fratrie on n'attend pas les mêmes choses de toi. Ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est pas plus à elle de le faire qu'à moi, qu'à n'importe qui, mais bon voilà, il y a eu plein de conseils encore une fois, d'aller chez le psy, «Justine, je peux te donner un numéro, tu pourrais aller chez ma psy», bon, alors que la personne qui me parle, elle a toujours ses 2 parents, donc je sais pas si c'est la personne, la plus apte à me donner des conseils, mais bon, voilà. Et puis après, il y a l'enterrement et c'était quelque chose qui était très important pour nous et en particulier pour mon père et mon frère qui sont très croyants et ils avaient déjà bien préparé ça avant l'enterrement, donc mine de rien, ça fait aussi de la charge mentale en moins et ils avaient prévu une messe, absolument absolument superbe, donc c'était trop bien et il y a eu énormément, énormément de gens. L'église dans laquelle ma mère s'est fait enterrer, c'est une très grande église et mon père, il y a toujours un moment pendant les enterrements où les personnes peuvent aller toucher une dernière fois le cercueil, déposer une fleur et cetera, dire quelque chose. Et je me rappelle que mon père nous avait dit: «Regardez bien là, là vous allez voir tout le monde qu'il y a» et pendant des minutes entières, il y avait des gens qui passaient, qui passaient, qui passaient. Alors moi, j'ai eu tellement de bonnes surprises, il y a eu des personnes qui étaient là, j'attendais pas ça d'elles, je pensais même pas qu'elles allaient penser à venir et cetera, qu'elles allaient se renseigner sur la date de l'enterrement et tout et tu les vois et tu te dis: «Mais attends, les gens, ils ont fait ça pour moi, genre ils ont fait ça pour nous». Ma mère, elle était institutrice, donc en plus, il y a eu plein d'anciens élèves. On a été investis, enfin mes parents, ils ont été investis dans le basket et tout ça parce que on a fait du basket pendant des années. Donc il y avait plein de gens du basket, plein de cercles différents et tu te dis: «Ah ouais». Même dans les derniers moments, la personne décédée, elle arrive quand même à fédérer, genre, il y a quand même des gens qui font l'effort et je pense que les gens se demandent toujours, un peu, ce qui va rester d'eux ou de ce qu'ils ont fait après leur mort. En vrai, on s'en fout, mais il y a aussi des personnes qui meurent seules, qui meurent, ouais, vraiment dans la solitude, qui vivent leurs derniers instants dans la solitude et c'était réconfortant de se dire que, déjà ma mère ne l'était pas et même dans la mort, bah, elle était pas seule, quoi et elle était très, très, très loin d'être seule. Donc je pense que ça en dit long sur l'importance, et l'impact que tu as eu dans la vie des gens. Et d'ailleurs, l'une des anecdotes les plus folles de ma vie entière, je pense, c'est que la veille de l'enterrement de ma mère, j'ai quand même réussi à finir aux urgences. C'est une histoire, je pense, avec laquelle on me chambrera toute ma vie à cause d'une branche de thym. En gros, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu la chance d'être super bien entourés. Pendant toute cette période de funérarium, je crois que absolument aucune fois on a eu à faire à manger. Et c'est des trucs de rien, mais c'est des moments dans lesquels t'as pas envie de manger, t'as pas faim, et pourtant il faut, parce il faut aussi avoir des forces. Vraiment, comme quoi, je vous dis, on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de tenir la main d'une personne, pendant tous les moments compliqués pour lui montrer qu'on est là. En fait, on peut lui montrer qu'on est là de tellement de manières différentes et nos proches, mais franchement, que ce soit Yves, que ce soit Thérèse, que ce soit Nicole, que ce soit que enfin, tout le monde a été vraiment adorable et bien évidemment la famille et à un moment, j'ai mon oncle et l'un des meilleurs amis de mes parents, qui font à manger et qui font des pâtes carbo et dedans, ils ont mis des branches de thym, mais souvent, bah, tu les enlèves à la fin de la cuisson, quoi et sauf que, bah, ils l'avaient pas forcément fait ou je sais pas s'il y avait des branches qui avaient été oubliées. Et à l'époque, j'avais, bah, mon ancien copain à côté de moi, puis je mange, puis on parle, puis des fois il y a des blancs et cetera et je mange et je sens qu'il y a un truc qui se coince et je fais à mon copain, et là tout le monde commence un peu à s'inquiéter et en fait, la branche de thym a fini dans mon gosier. Genre littéralement, elle est venue se coincer là. Donc je commence en plus, il y avait des gens, donc il y avait des membres de la famille et tout ça qui mangeaient avec nous. Donc je commence littéralement à m'étouffer, je commence à baver de partout, à avoir de la morve et cetera. Donc il y a des gens, mon beau-frère qui est super calme, qui est hyper bien formé et tout ça aux gestes de premier secours, qui voyait que je peux respirer, donc surtout on me tape pas dans le dos. Il y a des gens qui commencent un peu à stresser, il y a les enfants qui sont pas loin, donc il faut écarter.
parce que, bah, on ne sait pas ce qui va se passer à ce moment-là. Même si je sentais que vraiment c'était pas loin, donc je demandais aux gens de mettre leurs doigts dans ma bouche et tout, enfin lunaire. Il y a eu les pompiers devant la baraque. Ils m'ont emmenée aux urgences avec dans la voiture derrière, mon copain, mon frère, et mon père, qui nous suivent aux urgences, pour au final attendre aux urgences et cetera parce que, bah, encore une fois la santé publique et mon père qui dit: «Par contre, je vous préviens, ça dure pas 3 heures, on enterre sa mère le lendemain». Les pauvres gens, ils ont dû se dire: «Ah bah, putain, il est pas commode celui-là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer?» Et au final, on a fini avec des ciseaux un peu avec une tige au bout, dans ma gorge. Ça a duré vraiment 2 minutes. On me l'a enlevé. Le soulagement, ça a fait super mal parce que vraiment la branche de thym, il y a plein de petits picots. Et puis après, j'ai dû rester en observation. Bon, évidemment, il allait probablement rien se passer. Donc j'ai signé ma petite décharge pour partir. Et voilà, et j'ai pu rentrer chez moi. Et la veille de l'enterrement de ma mère, je suis rentrée genre à 4 heures du matin chez moi parce que je m'étais étouffée. Et du coup, à chaque fois que j'ai à manger du thym, eh ben, évidemment, mes proches, mes proches qui sont au courant de l'histoire sont en train de me chambrer à ce sujet-là. Donc ça reste un running gag très drôle. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas drôle du tout, mais avec du recul, en vrai, avec du recul, c'est quand même hilarant comme anecdote, avouons-le. Et puis, bah, vient l'après. Et la chose la plus folle, je trouve, dans le fait de perdre un proche, c'est de se dire que notre monde s'est arrêté de tourner et pourtant, le monde de tout le monde autour continue. Et pour avoir perdu d'autres proches, malheureusement, après ça, c'est vrai que tu te dis, quand c'est pas dans ton quotidien, quand c'est pas une personne avec laquelle tu relationnes tous les jours, l'impact est pas le même. Tu beau aimer la personne, l'impact est pas le même. Donc ta vie continue. Mais là, ta vie, elle s'arrête, ton monde, il s'écroule. Enfin, tu passes ton temps à te dire: «Mais comment est-ce qu'on va faire pour se relever? C'est pas possible». Comment ne serait-ce qu'imaginer une vie quand il y a plus l'être aimé? Ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a pas de sens. C'est vraiment ça le sentiment qui prédomine, ça n'a pas de sens. Parce que pendant toute cette période où la personne, elle est décédée, mais en fait, tu peux toujours la voir au funérarium, je trouve que c'est un moment un peu de flottement, un peu lunaire, où tu réalises même pas trop. Mais une fois que l'enterrement est passé, une fois que les gens sont partis, une fois que, bah, la vie continue, quoi. La vie continue et là, tu te prends un peu une claque dans la gueule en te disant: «Ah ouais, bah, OK, OK, tout doit reprendre son cours», alors que c'est impossible, en fait. Et une fois que l'enterrement est passé, une fois que le funérarium est passé, bah, tu dois commencer à faire ton deuil. Le deuil, c'est quoi? Le deuil, ça se termine quand? Quelle case il faut cocher pour faire ton deuil? Et ça, j'avoue, surtout à 20 ans, je pense que tu te dis que tu as ta petite checklist et une fois que tu as coché toutes les cases, c'est bon, tout va mieux. Sauf qu'il y a pas de case, il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de règle. Et moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'en fait, tu vas pas faire un deuil. Non, le deuil, c'est une succession de deuils. Il faut faire le deuil de partager des moments à nouveau, avec, la personne qui est décédée. Il faut faire le deuil du fait que cette personne-là ne sera plus là dans tous les moments importants de ta vie. Et ça, je pense que c'est le deuil le plus compliqué à faire. Et je pense que ce deuil-là, pour le coup, j'ai pas réussi à le faire. Genre, c'est trop dur pour moi de me dire qu'en fait, ma mère, elle sera pas là quand j'aurai des enfants. Ma mère, elle connaît pas mon copain. Ma mère, elle connaîtra pas mon mariage. Elle connaîtra pas tous mes neveux et nièces qui sont nés entre temps. Elle sait pas quel est mon métier. Genre, littéralement, elle est décédée lors de ma deuxième année d'études sup. Genre, il y a une part au fond de moi qui me dit que elle sait, au final, elle sait, elle savait et peut-être qu'elle me voit. Mais ce truc de se dire, en fait, elle sait pas. Elle sait pas que j'ai lancé mon podcast. Elle sait pas que je suis devenue créatrice de contenu, que j'ai monté mon auto-entreprise. Elle sait rien de tout ça et se faire à l'idée de ça, c'est dur, genre franchement, c'est dur. Et oui et vraiment ce truc de, personne comprend ta douleur, en fait. Les douleurs, elles sont tellement différentes et puis toi-même, tu connais que ta propre douleur. Genre mon père, il connaît la douleur de perdre sa femme, il connaît pas la douleur de perdre sa mère, en fait, parce que vu que sa mère est toujours en vie et que son père est toujours en vie. Les choses résonnent tellement différemment d'une personne à l'autre qu'en fait, faire son deuil, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste s'habituer petit à petit et se rendre compte que, au bout d'un moment, ça fait un peu moins mal. Et là, à l'heure actuelle, je voudrais certainement pas revenir 8 ans en arrière, mais même 7 ans en arrière, mais même 2 ans en arrière. Parce qu'en fait, quand on dit que le temps fait son travail, le temps fait vraiment son travail. Et sans avoir à cocher les cases, il y a des fois où juste tu réalises que, ah ben ouais, en fait, ça fait un petit peu moins mal. Ah bah ouais, bah, tu penses aussi un peu moins. Même s'il y a un peu cette culpabilité-là, mais de se dire que, tout devient moins douloureux, en fait. Et je pense que quand tout devient moins douloureux, bah, ça veut dire que tu avances et ça veut dire que tu es sur le pas le bon chemin, parce qu'il y a pas de bon chemin, mais tu es sur le chemin du mieux.
Mais après le décès, moi, vraiment, j'ai eu toute cette période de déni, un peu de sidération où, non, mais c'est pas possible, en fait. La personne, elle va le revenir, maman, elle va revenir. C'est pas possible, c'est qu'un mauvais rêve, je vais me réveiller. Et puis les jours passent, les semaines passent, les années passent, puis il y a un moment où tu te dis: «Non, en fait, il y a pas de il y a pas de après». Mais c'est complètement bizarre parce que, c'est évidemment, elle va pas revenir, tu le sais, genre, tu le sais. C'est comme des enfants où tu as une marionnette au fond de toi. Je pense qu'au fond d'eux, ils savent que c'est pas possible, c'est pas cette marionnette, mais il y a quand même ce truc d'y croire et c'était vraiment ça, il y avait au fond de moi une petite partie où je me disais: «Mais non, mais c'est qu'un mauvais rêve, c'est qu'un mauvais rêve, c'est pas possible, c'est pas la réalité» et ouais, franchement, même 1 an, 2 ans après, je crois que j'avais un peu ce truc. Bien évidemment, maintenant, je l'ai plus et et l'histoire, elle est comme elle est, donc dans tous les cas, elle pourrait pas s'être passée autrement. Mais vraiment, cette période-là, elle est un peu bizarre et pendant l'enterrement aussi, c'est trop chelou, j'ai vraiment eu ce truc de, «Ah ouais, c'est vrai qu'on va vraiment mettre le cercueil dans la terre, quoi». Je sais pas ce que je m'étais imaginé, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais waouh, non, c'est pas possible, enfin, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, quoi». C'est fou comme quoi, ton cerveau, il y a des choses qu'il sait au fond, mais qu'il réalise pas complètement, quoi. Et puis, il y a eu la période de la colère. Et moi, de base, je pense que je suis vraiment une personne en colère et c'est un peu ma manière de répondre à la souffrance et à la tristesse. Je suis plus souvent en colère que triste, je pense et c'est compliqué parce que dans ce cas de figure-là, où la personne, elle est partie à cause d'une maladie, tu peux être en colère contre qui? Tu peux être en colère contre personne, en fait, c'est pas possible. Tu ne peux en vouloir à personne, encore moins à la personne qui est décédée, encore moins quand son hygiène de vie était parfaite. Donc toute cette colère, tu la mets où? Eh ben, je pense que je l'ai un peu mise dans les gens, je pense que je l'ai un peu mise dans autre chose. Et j'ai eu un peu cette colère envers les médecins en me disant: «Mais vous nous aviez dit que c'était bon, vous nous aviez dit qu'elle était en remission» et elle a même fait son essai clinique. Pourtant, elle a eu un deuxième cancer et pourtant elle est décédée de ce cancer et pourtant, vous nous aviez dit au départ que c'était un cancer du sein, c'était un cancer qui se soignait le mieux possible. Mais au final, elle est décédée d'une récidive de ce cancer et tu as cette colère qui fait rien de bon, hein, mais c'est plus fort que toi, en fait. C'était plus fort que moi. J'étais en colère. J'étais en colère contre le monde entier, en fait. Et puis après cette colère, moi, j'ai eu vachement un sentiment de culpabilité parce que quand j'étais au lycée, j'étais à l'internat. Du coup, il y a plein d'années que j'aurais pu potentiellement passer avec ma mère, que j'ai pas pu passer avec elle. Puis après, tu te refais le film. Pourtant, j'étais super proche de ma mère, même toute cette année où elle a fait son deuxième cancer et que du coup, j'étais loin et j'étais à Rennes. Il n'y a pas une seule journée où on se parlait pas. Il y a pas une seule semaine où on s'appelait pas. Donc, en fait, oui, on était relativement très proches, mais il y a toujours des appels que tu repousses, il y a toujours des messages auxquels tu mets du temps à répondre et après tu te dis: «Mais putain, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ça». Puis après tu comprends que dans tous les cas, même si tu avais fait ça, ça n'aurait pas changé le cours des choses. Mais il y a quand même un peu ce sentiment de culpabilité de se dire: «Mais est-ce qu'on a assez profité?» Et d'un côté, c'est ce qui te permet aussi de plus profiter de l'après, en fait, de prendre conscience du poids des moments, de la valeur des moments. Et puis, bah, moi, j'ai eu besoin d'avoir des réponses, en fait. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Et et là, à l'heure actuelle, on a appris, l'année dernière que mon père avait un cancer. On a appris il y a quelques mois qu'il en avait un deuxième. Et tu retombes, je suis retombée dans cette phase de colère, je suis retombée dans cette phase de «pourquoi nous?» Ça n'a pas de sens. Déjà la probabilité que ta mère fasse un cancer, que ta mère en fasse un deuxième, que ton père en fasse un, que ton père en fasse 2. Enfin en fait, quelles sont les probabilités de ça? Ce ça n'a pas de sens et en fait, il faut réussir à se faire à l'idée qu'il n'y a pas de pourquoi et en plus, moi, j'avais vraiment ce sentiment d'injustice. Mais non, parce que si quelque chose t'arrive à toi et arrive à quelqu'un d'autre, c'est pas de l'injustice en fait, non. Donc faut gérer cette colère, faut gérer cette culpabilité, faut gérer ce sentiment d'injustice et faut gérer le fait que tu n'auras pas de réponse. Jamais. Tu n'auras jamais de réponse. Mais dans tout ça, il y a des bonnes surprises. Parce que là, je parle un peu du négatif, mais en vrai, il y a eu tellement de bonnes surprises. Comme je vous ai dit, toutes les personnes qui sont venues à l'enterrement auquel je m'y attendais pas, tous les messages qu'on a reçus, toutes les lettres qu'on a reçues, toutes les personnes qui sont venues nous dire après qu'ils étaient passées sur la tombe de ma maman et cetera et du coup, voir que ces personnes-là avaient fait l'effort de se déplacer et voir que j'ai des potes d'enfance, Noémie, Emma, qui m'ont envoyé des messages, genre et je me dis: «Mais enfin, merci, genre vous l'avez fait pour moi, vous l» ça fait chaud au cœur, genre vraiment ça fait chaud au cœur et il y a aussi du coup les mauvaises surprises, parce que des mauvaises surprises, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup trop. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui veulent être le personnage principal de l'histoire et même si vous souffrez et même si on minimise pas ça,
Ça reste nous, les personnes qui souffront le plus. Et puis moi, j'ai eu des déceptions amicales. Là où mes frères et sœurs plus grands m'ont dit: «Mais ça fait un peu des phrases de boomer que de dire ça, mais oui, tu verras et mine de rien, ces épreuves, c'est aussi des épreuves qui permettent de faire le tri. Moi, j'ai eu mon meilleur ami de lycée et ma meilleure amie de toujours. C'est des personnes qui, je pensais, allaient être là à mon mariage, aux naissances de mes enfants et cetera. Après le décès de ma mère, elle a pas été là. Genre, elle a pas pris de nouvelles, elle m'a pas demandé comment ça allait, il y a pas eu tout ça et je lui ai dit: «Mais tu où, en fait? Genre, c'est le pire moment de ma vie, genre littéralement, c'est le pire moment de ma vie. J'ai 20 ans et je dois me reconstruire sans ma mère et genre toi, t'es pas là. Bon, bah, très bien. Pour moi, ça a été très simple, hein. Si tu pas là dans le pire moment de ma vie, tu seras pas là dans les bons moments. Ça, je t'en fais la promesse et mon pote de lycée, pareil et cet ami-là, après, volatilisé. Vraiment, je vous dis volatilisé. J'ai aussi eu un autre ami, je pense que la mort pour lui, c'était très compliqué. Il m'avait dit: «Je vais pas pouvoir venir à l'enterrement» et je lui avais dit: «Pas de souci, enfin vraiment si tu t'en sens pas capable, il y a pas de galère, genre j'ai pas besoin de te voir à l'enterrement, mais j'ai besoin que tu sois là après. Si tu es l'un de mes meilleurs amis, j'ai besoin que tu sois là après» et mine de rien, bah, ces 3 personnes, c'est des personnes qui font absolument plus partie de ma vie actuellement et je trouve ça tellement dommage parce qu'encore une fois, on a moyen d'être là, sans parler de la mort. Même si on n'est pas à l'aise de parler de ça, j'ai pas besoin que tu me parles de la mort pour que tu me montres que tu sois mon ami, en fait. Et je me dis que s'il y a tellement de personnes qui étaient moins proches de moi qui ont été capables de le faire, c'est que ça devait pas être très compliqué pour les personnes proches de moi de le faire. Donc voilà, c'est des mine de rien, des événements qui permettent, complètement de faire le tri, quoi. Je voulais aussi parler du fait d'aller se recueillir parce que ça, c'est quelque chose où j'avais l'impression d'avoir l'obligation d'aller sur la tombe de ma mère, de mettre des fleurs et cetera et sachant qu'en plus, moi, j'étais loin, donc c'était pas forcément facile. Mais j'avoue que je pense pas que ce soit quelque chose qui me fasse énormément de bien. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de propre à chacun et qu'il faut faire comme bon nous semble. Sachez que si vous êtes dans cette situation, vraiment, vous n'êtes pas obligé d'aller vous recueillir. Moi, je pense à ma mère, je pense tous les jours. Il y a pas une seule journée où il y a pas quelque chose qui me fait penser à ma maman. Moi, j'ai été élevée quand même dans une famille croyante, donc à la Toussaint, on allait sur les tombes de nos grands-parents et cetera avec mes cousins et cousines, enfin, c'était quelque chose qu'on avait à faire entre guillemets, donc c'était quelque chose qu'on faisait. Mais vraiment pour la tombe de ma maman, au final, le nombre de fois où j'y suis allée, je pense que ça se compte sur le doigt des 2 mains en 8 ans et je pense pas que pour cette raison-là, je sois une moins bonne, fille ou personne, je pense que je fais ce qui est bon pour moi et que je m'écoute et que peut-être un jour, j'aurais plus envie d'y aller et à ce moment-là, j'irai plus. Et puis il y a aussi le fait de rencontrer des nouvelles personnes et ça, c'est compliqué parce que d'un autre côté, c'est bien, ça te stimule, mais à 20 ans, cette question de, «Ah ouais et tes parents, ils font quoi dans la vie? OK, mais tu dis que tu rentres chez ton père, tes parents, ils sont divorcés?» Et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Franchement, je pense que c'était les moments les plus durs parce que je vais pas vous mentir, il y a des fois où j'ai menti, et je pense que vraiment il faut se donner l'autorisation de mentir, parce que tu dis: «Bah, ouais, ben mon père il est ingénieur et ma mère elle était instit. Ah ouais, elle est à la retraite». Enfin, en fait, c'est difficile au début de dire les choses, surtout à des gens que tu connais pas et que tu sais même pas si elles vont devenir des personnes importantes dans ta vie. Donc des fois j'ai menti et c'était plus simple et du coup ça m'évitait de rentrer dans le deep et puis après petit à petit j'étais aussi plus OK avec ça donc souvent, ce que je faisais, c'est que je le disais directement pour pas qu'il y ait de moments gênants, pour dire: «Non, non, c'est que ma mère, elle est décédée» et ça, du coup, ça jette un froid dans la salle. Donc je disais: «Bah, voilà, moi, je rentre chez mon père». Je dis «mon père» parce que voilà, j'ai perdu ma maman il y a pas longtemps et les personnes, elles font: «Ah OK, désolée». Je fais: «Mais non, non, il y a pas de galère, franchement, il y a pas de souci» et du coup, ça montre que c'est pas tabou, ça montre qu'on peut en parler et puis parfois, les gens, ils te disent: «OK, bah, tu veux en parler?» Et parfois tu dis oui, parfois tu dis non, mais du coup, ça dédramatise la chose et au final, ça aide aussi. Mais il y a une période où j'aurais été incapable de dire ça. Donc mentir, c'était un peu la solution de facilité. Et puis moi, dans mon cas de figure, bah, je me suis raccrochée à ce que je pouvais. Donc je me suis un peu, je pense, raccrochée à mes études, mine de rien, en me disant et peut-être l'entourage autour de moi qui me disait aussi: «Bon, bah, la vie doit continuer». Donc c'est vrai que mon école, mes études n'allaient pas s'arrêter pour moi. Mon équipe de basket dans laquelle je m'étais engagée n'allait pas s'arrêter pour moi. Et puis moi, la colère, vraiment, c'est quelque chose qui me rend productive. Donc c'est à ce moment-là où j'ai créé le compte dont je vous ai parlé dans le précédent épisode, Noir mais pas que. Du coup, je vais essayer de faire ma part du travail en parlant. Et c'est grâce à ça, en vrai, que du coup, je me suis lancée sur les réseaux. C'est grâce à ça que j'ai publié ma première vidéo YouTube. C'est grâce à ça que j'ai créé ce compte Instagram militant, où je me suis dit, voilà, c'est important d'en parler, je veux faire des choses qui ont du sens et je me lance dans ça. Donc mine de rien, même si ma mère ne sait pas ce que je fais maintenant, bah, le déclic, je l'ai un peu eu à la suite de son décès quand même et ça me fait un peu sourire.
Mais cette mentalité de: «Faut avancer, faut continuer, faut pas se morfondre», qui mine de rien, je pense, c'est un peu la mentalité dans laquelle j'ai été élevée. Je pense qu'avec du recul, j'aurais eu tellement besoin qu'une personne me dise: «Écoute Justine, je te donne un mois, t'as de compte à rendre à personne, t'as pas de cours à travailler, t'as pas de partiel à réviser, on s'en fout, on verra dans un mois. Et là, tu peux rester dans ton lit toute la journée, tu peux rester dans ton lit à pleurer, tu peux manger des céréales, tous les jours, on s'en fiche». Et même si c'est pas quelque chose de bon évidemment à faire et qu'on peut recommander sur le long terme, je crois que j'ai jamais eu cette soupape, de décompression. Genre vraiment, il y a eu mes partiels, il y a eu l'hémorragie de ma maman, il y a eu mon stage, il y a eu mon job étudiant, il y a eu le décès de ma maman, il y a eu la reprise sportive, il y a eu la reprise de la rentrée, puisque ma maman est décédée début août et la rentrée était début septembre. Donc il y a eu ces 3 semaines un peu de flottement où je vous dis: «Tu es dans une période de déni». Puis après ta vie n'a pas le choix que de reprendre son cours. Enfin, mes frères et sœurs retournent au travail, mon père retourne au travail, moi je retourne à mes études. Et puis en fait, l'année avance. Puis en fait, tu refais pareil l'été suivant, puis après l'année avance. Et puis en fait, je suis là 8 ans plus tard et je me dis: «Mais est-ce que j'ai eu ne serait-ce qu'une période de décompression pour accuser le coup?» Et je crois que c'est pas le cas. Et je crois que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin et qu'il va falloir que je prenne. Ce truc de: «OK, il va falloir qu'on se pose, Justine, il va falloir qu'on fasse le bilan et qu'on se mette face à soi-même et que juste on OK, il s'est passé tout ça. Il s'est passé pas mal de dingueries quand même, donc peut-être que c'est le temps de se faire un câlin et de se laisser un peu de le temps de respirer quelque temps, quoi». Et puis tu as toutes les dates importantes qui font encore plus mal que le quotidien. Noël, l'anniversaire, la date de décès, mon anniversaire perso aussi, où mine de rien, les anniversaires chez nous, c'était vraiment quelque chose qu'on célébrait. Je vous l'ai dit, mon anniversaire d'arrivée, même chez moi, c'était une fête, genre, on mangeait un gâteau, on soufflait des bougies. Et donc tous ces événements où en plus on est très famille, tous, on est une grande famille, bah, en fait, c'est que des événements où la seule chose qu'on te renvoie à la gueule, c'est que ça n'arrivera plus en fait, que on est censé être 6 autour de la table, plus les conjoints, plus les petits-enfants et en fait, on sera plus jamais 6. Notre famille là, on est 5. On sera plus jamais 6. Et ça, c'est waouh, c'est dur. Genre, je me rappellerai très bien du premier Noël où je me lève et on est en train de pleurer avec mon père, où tu te dis: «Mais c'est pas possible». Mais en même temps, tu as tous les autres moments de joie parce que c'est ça qui est trop bien, c'est que mon père, c'est vraiment le message qu'il nous a transmis. C'est: «Oui, c'est horrible et on va mettre du temps avant de s'en remettre, mais dans tout ce process, chaque mois, chaque année, il y aura des nouveaux événements». Depuis tout ce temps, j'ai ma sœur qui s'est mariée, j'ai mon frère qui s'est marié, il y a eu des nouveaux petits-enfants. Mon frère a eu 3 enfants, mon autre frère a eu 1 enfant, il y a eu des déménagements, il y a eu des achats de maisons, il y a eu des voyages, il y a eu tellement de choses et pour rien au monde, on aurait voulu ne pas vivre tout ça. On aurait tout donné pour le vivre avec ma mère, mais c'est beau tout ça et c'est pour ça que la vie en vaut la peine et mon père, même quand il a été au plus mal, il disait toujours: «Mais moi, j'ai envie de vivre, en fait, j'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie de vivre tous ces moments-là, partager tous ces moments-là. Même si c'est difficile, ça en vaut la peine». Et c'est pour ça que la mort, malgré tout, ça te fait prendre conscience de la valeur des choses. Même si je vais me plaindre de la mauvaise météo, même si je vais me plaindre de la petite contrariété, au final, je m'en fous. À la fin des fins, je sais ce qui est important pour moi et je sais ce qui ne l'est pas, donc ça permet aussi de relativiser et c'est essentiel, quoi. Et puis après, je trouve que tu as un autre truc de culpabilité qui revient, c'est un peu l'oubli. Au mine de rien, tu oublies un peu la voix, tu oublies un peu les images, tu oublies un peu les blagues et tout et tu reviens à des trucs: «Ah, vous vous rappelez, maman, elle disait tout le temps ça. Ah oui, mais» j'ai un peu ce truc de, bah, en fait, la voix de la personne, plus ça va, plus elle s'estompe, en fait. C'est ça qui est horrible, tout devient plus flou, en fait et ça, c'est pas facile à vivre et quand je vous dis qu'il y a plein de deuils, beh, c'est qu'après il y a le deuil des affaires et c'est rigolo parce qu'il y a des choses qui il y a, allez, on va dire, pas 8 ans parce qu'elle est décédée, mais peut-être 6 mois après son décès, c'était impossible pour nous de les jeter et là, on a refait un tri parce que mon père vend, cette maison et on a refait un tri, là, il y a quelques mois et en fait, bah, non, j'ai pas besoin de garder, 30 écharpes différentes donc non, je vais les jeter, je vais aller les donner, voilà, à Emmaüs et cetera et ça fait moins mal, au contraire, c'est que c'est presque quelque chose de ça nous fait sourire. Mais comme quoi le temps fait son taf et que les choses évoluent aussi, en fait. Puis oui, faire le deuil du fait que, la personne qui est décédée ne sera pas là à tous les événements de ta vie, ça, c'est quand même très compliqué et moi, le truc pour lequel je me dis: «Ça va être dur», c'est quand je vais avoir un enfant. Alors j'ai la chance d'avoir une super sœur qui est une super maman et avoir des super belles sœurs autour de moi. Donc j'ai des modèles,
de maternité et oui, de parentalité autour de moi, même mes frères qui sont des super parents, qui font du bien et qui m'aideront. Mais j'avoue que c'est difficile de s'imaginer ça et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je veux commencer une thérapie. Déjà parce que, je pense que ça va. Je pense que le temps a fait son travail et que je suis plutôt OK vis-à-vis de ça et que je suis plutôt une personne équilibrée, avec un cercle équilibré et cetera. Mais j'ai pas envie que le jour où j'ai des enfants, il y ait des choses qui me reviennent à la gueule et que je n'arrive pas à les gérer. Parce que c'est un moment où moi je devrais gérer pour mon enfant. Hem et mine de rien, ça me paraît un peu, illusoire de me dire qu'il y aura pas de choses qui vont me trigger, par rapport au décès de ma maman. Notamment peut-être quand mes enfants aussi auront 20 ans ou quand moi j'arriverai à l'âge de ma maman. Enfin, plein de choses qui me semblent là actuellement, ouais, complètement probables. Donc je vais aussi suivre une thérapie pour ça. Et puis l'autre raison aussi pour laquelle j'aimerais bien suivre une thérapie, c'est parce que je pense que j'ai un peu des problèmes de mémoire et je me demande si c'est pas Ézile qui en avait parlé dans sa vidéo de ça. Hem Toute cette période-là, depuis le décès de ma mère, c'est une période qui est assez floue pour moi. Alors que j'ai fait des études pendant 6 ans, j'ai passé plusieurs années au même endroit, et pourtant des choses simples, même de moments qu'on a vécus et même des moments du lycée. Parfois, j'en parle avec ma meilleure pote et elle me disait: «Ah, mais tu te rappelles de ça?» Et je suis là: «Non, je me rappelle pas». Et je sais que la mémoire peut nous jouer des tours quand on a des traumas et c'est le moyen qu'a notre corps de nous protéger aussi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important et dont il va falloir que je parle. Non pas que ce soit grave, mais je pense qu'il y a une petite corrélation entre cet événement-là et ces petits problèmes de mémoire, quoi. Et par rapport au fait de pas forcément connaître, son futur mari, j'avoue qu'il y a toujours un peu ces discussions, est-ce qu'on peut rester potes avec ses ex? Je sais pas, ça je pense que c'est propre à chacun, mais il y a quand même ce truc de il y a des choses qui nous lient pour toujours. Et moi, je pense que mine de rien, le copain qui m'a aidée, quand j'ai perdu ma maman, ben en fait, on a vécu ça ensemble et c'est l'une des personnes qui connaît ma maman, même des proches en fait, même des amis avec lesquels je relationne plus forcément actuellement. Ça reste des personnes qui ont connu ma maman et pour ça, sans parler de rester dans la vie de ces personnes-là, mais ah mais c'est cool de se dire que voilà, on a partagé des choses fortes avec les gens et des choses qui ont du sens, quoi. Et je me rappelle que Isil, dans sa vidéo, elle disait que, elle s'est rendue compte un peu que quand ça commençait à aller mieux, elle a quitté son copain à cette époque-là et je pense que mine de rien, c'était un peu le cas pour moi. Même s'il y avait plein de raisons, qui ont fait qu'on s'est séparés, je pense que c'était un peu aussi vrai. Ce truc, pas de se détacher de ce qui nous relie au passé, mais ce truc de vouloir, aller de l'avant. Je sais pas si c'est fréquent, je sais pas s'il y a des stats par rapport à tout ça, mais je pense que c'était un peu une rupture, mine de rien, qui était nécessaire. Ce que je retiens de tout ça, c'est que vraiment le temps fait son travail et il y a vraiment cette phrase aussi, je trouve, qui est vraiment parlante dans un deuil, c'est: «Les années passent plus vite que les semaines». En mode, au jour le jour, à la semaine, au mois, tout paraît très, 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 très dur. Puis un jour, tu te rends compte que ça fait 1 an. Puis le temps passe et c'est toujours aussi dur. Puis en fait, un jour, tu te rends compte que ça fait 2 ans. Puis le temps passe et ça devient moins dur. Et puis en fait, ça fait 5 ans. Et là, je suis pratiquement à 8 ans et oui, vraiment, c'est tellement moins douloureux, en fait. Donc ça sert à rien de vouloir griller les étapes, en fait. Le temps est là pour ça et le temps apaise, quoi. Et puis encore une fois, grandir, c'est se rendre compte de la chance qu'on a eue. Et moi, alors même si ça sonne un peu comme un lot de consolation et des fois je me dis: «Mais j'ai pas envie de me dire ça parce que j'aurais voulu plus», mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des relations conflictuelles avec leurs parents, avec leur mère notamment. Et moi, je me dis: «Mais pour rien au monde, j'aurais échangé ces années de vie avec ma maman qui étaient des années super», genre, je vais pas dire parfaites parce que ça peut jamais être parfait, mais franchement, c'était pas loin de ça. Chez moi, il y a rarement eu, une personne qui haussait la voix, mes parents, je les ai toujours vus s'aimer et cetera. Ma mère, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours été là pour nous. Enfin, je veux pas dire qu'on avait la famille idéale, mais je pense que pour beaucoup de gens et de familles, qui nous connaissent, je pense que l'exemple de notre famille, mine de rien, c'est un réel exemple, familial. Moi, au final, j'ai connu ma mère que 18 ans. Je suis arrivée en France, j'avais 2 ans. Elle est décédée quand j'avais 20 ans. Finalement, j'ai vécu que 18 ans avec ma maman, enfin et là, ça va bientôt faire 8 ans qu'elle est décédée, donc bientôt, je suis à la moitié du temps vécu sans elle que du temps vécu avec elle. C'est lunaire. Mais pour autant, vraiment, je n'échangerais ma relation et la vie que j'ai eue pour rien au monde avec celle de quelqu'un d'autre.
Et comme je vous le disais, avoir affronté la maladie et la mort, ça m'a aussi permis de me rendre compte que les gens font de leur mieux. Les gens font de leur mieux avec leurs traumas, avec leurs craintes, avec leurs relations aux hôpitaux, à la maladie, et cetera. Et je pense maintenant, mine de rien, qu'avoir été confrontée à la mort, et savoir comment en parler, mine de rien, ça m'a appris plein de choses. Et je pense que vraiment que c'est une chance pour moi. Je pense que maintenant, si j'ai un proche qui a un parent malade, et cetera, je dis pas que je ferai les choses de la bonne manière, mais je pense que j'aurais le mérite d'essayer de les faire et de un peu me douter de ce qui peut être cool à faire ou pas. Par exemple, tous les messages que j'ai reçus, c'était super, mais c'était hyper, entre guillemets «anxiogène» d'avoir à répondre aux gens et j'ai mis des semaines et des semaines à répondre aux gens en me sentant mal et en leur répondant: «Désolée, j'étais pas capable de répondre plus tôt» et je sais maintenant que j'ai des proches qui ont perdu des proches à eux où je leur ai dit: «Voilà, je t'envoie ce petit message, surtout ne prends pas le temps de me répondre. Il y a pas de galère, c'était juste pour te montrer que je suis là, que je pense à toi, je n'attends pas de réponse» et ça, mine de rien, je pense que c'est des petites choses, mais qui sont aussi déculpabilisantes et qui peuvent faire du bien aux personnes qui sont, en plein chaos, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte que moi, ma vie, c'était une dinguerie. J'ai une très bonne amie à moi, Alissa, qui a perdu sa maman, au même âge que moi et pour moi, c'était facile, de dire aux gens: «Putain, la pauvre, quoi, elle a perdu sa mère, elle a un petit frère, une petite sœur», et par contre, quand il s'agissait de moi, mais c'était super difficile de m'avouer ça. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit: «Mais non, c'est si c'est dur pour les autres, c'est normal que ce soit dur pour toi, donc autorise-toi d'aller mal. Genre, t'as aussi le droit de pas aller bien, quoi». Et la chose la plus importante que j'ai retenue de tout ça, du décès de ma maman, c'est que c'est tellement bien de vivre en paix. Ça veut dire que moi, quand ma maman elle est décédée, même s'il y avait la maladie et même si on avait eu le temps potentiellement de lui dire des choses, de dire des choses qu'on ne s'est pas dites et cetera, moi, le jour où ma maman elle est décédée, j'avais besoin de rien lui dire. Ça veut dire qu'elle savait tout. Je savais qu'elle m'aimait, elle savait que je l'aimais. Elle savait qu'on allait prendre soin les uns des autres, qu'on était une famille solide, parce que ma mère, elle a dû y penser à la mort un paquet de fois. En 2 cancers, je pense que tu as le temps d'y penser et en fait, je pense que ça permet d'être plus apaisé quand la mort, elle arrive et c'est vrai que j'ai des potes qui m'ont dit: «Bah oui, c'est vrai que moi, si ma mère, elle meurt ou si mon père, il meurt, j'en ai pour 20 ans de thérapie, en fait». Donc je sais que c'est pas facile et loin de moi l'idée de dire que, il faut se réconcilier avec des personnes d'une famille qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, qui ont été abusifs ou quoi. Non, vraiment, personne n'a à faire ça, personne n'a à s'en sentir obligé. On n'a pas de devoir envers les personnes qui nous ont fait autant de mal que ça. Mais par contre, si vous avez la possibilité de dire aux personnes que vous les aimez, si vous avez la possibilité de dire aux personnes qui sont toujours là que, elles vous ont fait du mal sur ce sujet-là, mais que vous les aimez sur d'autres points et que vous avez à cœur de faire en sorte que, les années à venir soient plus belles et voilà et que vous avez envie d'essayer de travailler ensemble, franchement faites-le. Faites-le parce que le jour où la personne partira, tout sera plus facile. Genre vraiment tout sera plus facile. Et ça, je pense que c'est important et c'est aussi un peu anticiper son bien-être, du moins mettre toutes les chances de son côté pour que l'après soit moins compliqué. Si je devais donner 5 conseils à des personnes qui ont perdu un proche, ce serait cela. Le temps fait vraiment son travail. Donc n'ayez pas envie de cocher toutes les cases du deuil, puisque déjà il n'y a pas de cases à cocher et puisque vraiment le seul remède c'est le temps, c'est un peu vrai. Continuez à parler des personnes qui sont plus là. Au début, c'est un peu compliqué, on a souvent envie, je pense, de se renfermer sur soi-même, mais continuez à faire vivre les personnes que vous avez perdues à travers vos projets, à travers vos passions, à travers vos relations. Il y a rien de plus beau que ça et ça vous fera du bien. Troisième conseil, on n'est jamais aussi seul que ce que l'on croit. Il y a des mauvaises surprises, certes, mais il y a plein de bonnes surprises et il y a des personnes qui vont être d'un soutien vraiment dont vous n'auriez jamais pu, soupçonner. Il y a des gens qui vivent les mêmes choses que vous. Il y a des professionnels de santé qui sont là aussi pour vous. De l'aide, vous pouvez en trouver partout. Je sais que ça peut être tentant d'aller dans des solutions de facilité et peut-être de boire, de fumer, de toutes ces choses-là, mais je pense sincèrement que la chose qui nous aide le plus, c'est les gens. Soyez indulgents avec vous-même. Vraiment, c'est des périodes compliquées et il y a pas de bonne marche à suivre donc faites du mieux que vous pouvez et ne vous autoflagellez pas de pas être capable d'aller au travail, de pas être capable de bien manger, de pas être capable de fonctionner normalement, d'avoir fait les mauvais choix. Ne vous flagellez pas de tout ça, vous faites de votre mieux, donc vraiment soyez doux avec vous-même, quoi. Et mine de rien, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est pas de faire des choix qui changent radicalement le cours de votre vie, dans ces moments-là. Alors évidemment, on peut avoir des projets et cetera, mais si vous prévoyez de lâcher votre taf, de partir faire le tour du monde un mois après le décès d'un proche, peut-être que ça vous fera du bien sur plein d'aspects, mais je pense que l'idée, c'est pas de fuir, en fait et surtout de comprendre que
c'est les pires moments pour prendre des décisions, décisives. On peut s'attacher à des personnes pour les mauvaises raisons, on peut se détacher de certaines personnes pour des mauvaises raisons. Voilà, je dis pas qu'il faut rester dans ce quotidien à tout prix, mais je pense que le quotidien et la stabilité, c'est aussi quelque chose qui peut aider à avancer. Donc voilà. Peut-être que ce conseil-là, non sollicité, ne fera pas l'unanimité, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et si j'avais 5 conseils à donner à des personnes qui veulent aider une personne qui ont perdu un proche, ce serait: parler de la mort. Parler de la mort, ça ne tue pas. Parler de la maladie, ça ne tue pas. C'est peut-être quelque chose qui vous paraît anodin, quand vous n'y êtes pas confronté et que on peut estimer qu'on n'a pas besoin de parler de ça. Mais en fait, la personne, c'est ce qu'elle vit, elle est en plein dedans. Donc évidemment, on a besoin de parler de ça. Donc parlez-en, vraiment parlez-en, ce sera peut-être un petit peu difficile pour vous, mais rappelez-vous que ce sera toujours plus, difficile pour la personne qui est confrontée que, pour vous. Deuxième conseil, parlez de la personne qui est décédée. Moi, mine de rien, c'est quelque chose de très compliqué puisqu'en fait, il y a très peu d'occasions où, je parle de ma maman. Parce qu'elle est décédée, parce que maintenant, dans ma vie, il y a plein de personnes qui ne la connaissent pas et des fois, je trouve ça super triste, en fait, que je puisse pas parler d'elle. Donc vraiment parler des personnes qui sont décédées, pas forcément de là à en parler tout le temps, mais je pense vraiment que ça peut faire du bien. Troisième conseil, vous pouvez être là de plein de manières différentes. Encore une fois, pas besoin de parler de la mort, mais demandez si les personnes ont besoin de quelque chose, faites-leur à manger, venez chez elles nettoyer, parce que je vous jure que quand on perd un proche, tout est un effort. Faire sa vaisselle, c'est un effort, faire le ménage, c'est un effort. Et juste avoir quelqu'un qui peut nous soutenir pour des tâches simples, ça peut enlever une charge mentale énorme. Donc n'hésitez pas à demander aux personnes ce dont elles ont besoin, que ce soit de parler, que ce soit de prendre un café, que ce soit d'aller faire du sport, de se changer les idées, etc. Mais aussi des aides vraiment matérielles, quoi, réellement utiles dans le quotidien. Est-ce que tu as besoin que j'aille faire tes courses? Est-ce que tu as besoin que je te prépare à manger? Est-ce que tu as besoin que je nettoie ton chez toi? Ça peut faire vraiment du bien. Prenez soin de vous aussi, parce que mine de rien, des fois, on peut se perdre à vouloir aider les autres. Je pense qu'il faut être bien dans sa tête pour aider les gens. Et le dernier conseil, franchement, bon, c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je vous donne des conseils non sollicités. Mais bon, vous êtes venu écouter mon épisode, donc au bout d'un moment, faut pas se plaindre. C'est ne donnez pas de conseils non sollicités. Vraiment. Genre, vraiment, peut-être que vous allez dire à la personne: «Allez, tu as besoin de faire du sport, ça va te changer les idées» et peut-être que cette personne-là, elle aura juste besoin de rester dans son canapé. Et je pense que juste être dans l'écoute et pas forcément même dans une écoute active, mais juste pouvoir être une oreille attentive pour que les personnes puissent vider leur sac, ça, je pense que c'est hyper important, sans toujours avoir à trouver des solutions. Voilà un peu les petits conseils que je pourrais donner. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était peut-être un peu long, je vais voir ce que ça donne au montage. Mais en tout cas, c'était un épisode qui était hyper important pour moi. C'est aussi un petit épisode qui permet, mine de rien, de parler de ma maman. Et je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, même si malheureusement on y sera tous plus ou moins confrontés un jour. Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, sincèrement. J'espère que ce podcast était aussi un message d'espoir parce que ce qu'il en ressort pour moi, c'est que ce qui est important, c'est les gens, ce qui est important, c'est les liens et je trouve que, dans un monde où, on dit toujours qu'il faut se reconstruire individuellement avant de relationner avec les autres ou bien qu'il faut être bien avec soi-même, qu'il faut lancer ses projets et cetera. En fait, je pense qu'on se nourrit avant tout des autres et avant tout des gens et avant tout des choses qu'on partage ensemble et que même si la mort, c'est quelque chose de tragique, ça permet de prendre conscience que la vie, c'est vraiment quelque chose de super et quelque chose qui en vaut la peine. Et encore plus quand on a plus de raison d'avancer et plus envie d'avancer, se dire qu'il y a plein de choses belles qui nous attendent, il y a plein de projets qui n'attendent que d'être menés, c'est quelque chose qui nous donne de la force. Alors voilà, c'était mon petit épisode sur perdre un parent. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça pourra aider des personnes qui ont perdu un proche ou un parent récemment. Je crois que cet épisode me fait du bien à moi et vraiment fait du bien à la Justine, d'il y a 8 ans qui était absolument perdue et qui pensait que sa vie n'aurait plus jamais aucun sens. C'est complètement faux. Elle était complètement dans le faux. Mais voilà quoi, ça me fait plaisir de me dire que, on a parlé de ça et mine de rien, c'est un sujet, que j'aimerais bien aborder, plus, même sur mes réseaux parce que c'est un sujet qui fait partie de ma vie. Là, dans pas longtemps, c'est la fête des mères et je sais que je vais être noyée sur les réseaux, de publications, de gens avec leurs mères, de beaux textes et cetera et c'est vrai que c'est des périodes qui sont un peu plus compliquées, mais il y a d'ailleurs beaucoup eu cette période où c'était difficile pour moi de voir, les mères avec leurs filles ou même des couples, dans les âges de mes parents où j'avais toujours ce truc un peu de colère et maintenant je regarde ça un peu plus attendri en me disant, «Ils ont de la chance quand même, j'espère qu'ils profitent parce que j'aimerais bien être à leur place».
En tout cas, voilà, c'était ce petit épisode. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez trouvé aussi les clés et pour aller mieux et pour aider les personnes qui traversent ça. Je remercie, tous les gens de mon entourage, de m'avoir aidé à traverser cette épreuve et qui m'aideront aussi dans le futur parce que, bah, je pense que ce sera difficile à toutes les périodes de ma vie. Mais, mais vraiment, je vous assure que ça va mieux et que ça va bien même et que ça va très bien et que c'est possible d'aller très bien, même en ayant perdu un parent à 20 ans. Pensez à vous abonner, pensez à laisser 5 étoiles sur cet épisode et surtout à en parler autour de vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur le compte du podcast à lacauserie-podcast ou sur SLRD Justine. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de La Causerie. Bye!